donc le résultat de la présidentielle. Ce fut dimanche le premier scrutin après plusieurs mois de crise politique et territoriale, crise sécuritaire aussi. Le nord a été aux mains des islamistes et des Touaregs, abandonné par Bamako. Les autorités maliennes étaient occupées à gérer les conséquences du coup d'État. Oumar Keïta, ça faisait longtemps que des candidats ne s'étaient pas présentés, n'avaient pas fait campagne dans le nord du pays. On ne s'y intéressait plus du tout, plus beaucoup à ce nord. Justement, le problème du Nord est un problème que j'ai un peu travaillé là-dessus. Sinon, j'ai suivi pas mal l'universitaire Pierre Boilet et André Bourgeot par rapport au Nord. Et dans cette élection, j'avais même écrit des articles par rapport au Nord. Et donc, qu'en est-il alors? Pourquoi est-ce que les candidats n'y mettaient plus les pieds? Et là, cette fois-ci, on a vu les candidats faire campagne. Votre candidat, d'ailleurs, qui, je crois, a été assez bien reçu dans le Nord. Il a été le premier déjà. Il a été le premier à aller à Kidal, donc il faut le dire. Il a été le premier candidat à aller là-bas. Nous venons de le dire. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'à présent, ce Nord devient important pour la prochaine autorité du pays. Le Nord a toujours été important pour Ibeka. Déjà, sa femme est originaire du Nord. Donc, il n'a jamais été absent du Nord. Et mais Pierre Boilet, il n'était pas dans le gouvernement, donc il ne pouvait pas aller. Et il n'était pas dans le gouvernement ATT. Mais sinon, sa femme est du Nord et il passe souvent ses vacances là-bas. Pierre Boilet, le Nord, c'était une région du pays qui intéressait peu les politiques maliens jusqu'à cette crise. Disons que c'est une région qui intéressait peu depuis longtemps, même avant l'indépendance. De la population se trouve dans le Nord, c'est ça? Oui, à peu près. C'est difficile à dire, mais en fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un problème qui s'est posé très tôt, puisque donc le pouvoir malien a été contesté dès 63-64 par des rebelles touaregs, exclusivement à cette époque-là, et ensuite ça a continué donc en 90. Dans les années 2000, en 2006 particulièrement, et en 2012. Donc c'est un problème récurrent d'une région qui est effectivement moins privilégiée, puisque c'est une région désertique et qui a besoin peut-être d'un peu plus d'attention, et qui, hélas, pour le moment, n'a connu en fait que des années de sécheresse ou d'un pouvoir assez fort, assez militaire, notamment avant 90. Donc Donc il y a eu ces révoltes récurrentes dont on peut comprendre que les Maliens se lassent aussi, et donc un fossé qui s'est pas mal agrandi et même qui s'est beaucoup creusé, je dirais, depuis le début de cette dernière rébellion. Donc je pense que c'est un problème majeur qu'il va falloir régler maintenant au plus vite, et je pense avec beaucoup d'imagination. Je pense que reprendre le terme de décentralisation qui n'a pas bien marché, la décentralisation n'a pas bien fonctionné malgré les efforts qui avaient été faits, ne suffira pas. Je pense qu'il va falloir plus d'imagination et que ces régions puissent connaître un peu plus d'autonomie des collectivités territoriales en plus en charge, et ceci peut être étendu bien sûr à l'ensemble du Mali. Donc en fait, en gros, décentraliser, comme disait notre collègue là, réformer l'État, peut-être avoir une nouvelle constitution qui permette d'avoir ce type d'autonomie, ou en tout cas de latitude plus importante. Aminata Konateboun, on a besoin d'avoir une autorité qui est présente sur tout l'ensemble du territoire. C'est d'ailleurs ce que le Nord a reproché, bien évidemment, aux autorités maliennes. Il faut une autorité présente sur tout l'ensemble du territoire, puisque ce sont aussi des citoyens maliens, donc ça va de soi. Par contre, moi, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Peut-être que les autorités précédentes ne se sont pas suffisamment intéressées à cette région-là, mais ce n'est pas le cas de ma candidate. Madame Haïdara est députée du Nord. Elle a d'ailleurs un bilan très, très positif dans sa circonscription. Elle est elle-même originaire du Nord. Et dans son programme, elle a un programme pour tout le Mali. Elle ne se focalise pas simplement sur le Nord, mais bien sur le territoire entier. Parce que le problème du Nord, ce n'est pas un problème de on l'a oublié ou on l'a délaissé. C'est un problème de développement qui est un problème commun à tout le territoire. La seule différence, c'est que la majorité des ressortissants maliens qui sont à l'extérieur ne sont pas originaires du Nord. Et étant donné que les ressortissants maliens qui sont à l'extérieur se sont substitués à l'État en créant tout ce que l'État aurait dû faire, c'est-à-dire les écoles, les infrastructures et tout ce qui s'ensuit, forcément, il y a eu un décalage avec le Nord. Sinon, si on parle d'investissement entre ce que l'État malien a injecté dans le Nord
il y a eu beaucoup d'argent injecté dans le Nord, sans vouloir défendre les précédents gouvernements. Donc moi, j'aimerais revenir sur ça. Je pense que c'est assez important. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce qu'il faudrait faire, de ce que les Maliens attendent. Je pense que pour masquer un petit peu cette déception qui a eu lieu du fait de ces élections un peu loupées quand même pour les Maliens de France, j'espère que le second tour permettra de rétablir un petit peu cette déception en permettant de rentrer vraiment dans les programmes, de confronter les candidats, parce que c'est ce que ma candidate a appelé de ses voeux. Elle a voulu débattre avec les autres candidats bien avant le premier tour. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc on espère qu'au second tour, il y aura un réel débat pour que les Maliens de France qui ont été privés de leurs droits hier puissent rétablir la balance et s'exprimer pleinement. On assiste à on découvre, en tous les cas depuis le début de ce scrutin présidentiel, un Mali qui est à deux vitesses, deux idéologies, un clivage entre Nord-Sud, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on fabrique à l'extérieur? Moi, je dirais, je parlerai, je prends la parole parce qu'il y a certains... c'est trop facile de dire aussi que, bon, il y a un peuple qui souffrait par rapport à l'autre. Faisons attention. Parce que pourquoi est-ce qu'on va créer un État tampon pour les Touaregs, hein? Et je ne suis pas anti-Touareg. J'ai beaucoup d'amis Touaregs. Je vais jouer à Tombouctou tout le temps pour Issa Kane. J'aimerais pouvoir, en tant qu'artiste, aller m'exprimer dans le désert comme aller à Ségou sur le fleuve Niger. Hein? Mais je vous dis seulement, faisons attention parce que c'est facilement essayer de revendiquer une autonomie d'une région au détriment des autres. Nous savons, quand un adage ancien disait, quand tu tues un Malien, c'est un autre Malien qui en sort. Nous sommes tous pareils. Il ne faut pas qu'il y ait de mesures pour l'un, pour l'autre. N'oublions pas que, justement, qui a fait les exactions à Geldok, c'était bien un groupuscule de rebelles qui faisaient ça. Les premiers qui avaient commencé cette rébellion-là, dans les années 60, ne le font plus. Ils se sont rangés. Pourquoi? Parce que nous sommes le même peuple. Nous devons cultiver cela, sinon, bon, ce serait la porte ouverte à n'importe quoi. Demain, écoute, on va demander à la Guadeloupe, la Martinique de demander son autonomie, ou bien la Corse, ainsi de suite. Je crois que vous m'avez mal compris, parce qu'en fait, l'idée, à mon sens, n'est pas de faire des différenciations entre régions, mais bien de décentraliser réellement le Mali. C'est-à-dire qu'en fait, pour le moment, n'oublions quand même pas que le Mali a une constitution qui est celle de 58 en France. Hein, mais pour des raisons qui sont quand même pas tout à fait les mêmes. C'est aussi valable pour le Nord que pour Caille, que pour ailleurs. Absolument. Voilà, et donc, moi, ce que j'imagine très bien, c'est qu'il puisse y avoir une imagination d'autonomie autour d'assemblées régionales, mais que ce soit valable pour l'ensemble du Mali. Bon. Ceci dit, ça permettrait peut-être effectivement que, comme vous l'avez dit, Aminata, il y ait un développement plus important, parce que n'oublions quand même pas qu'il y a une route qui va à Gao. Vous pouvez facilement aller à Gao. Mais après, de Gao, comment vous faites pour aller à Tombouctou? Il n'y a pas de route. Comment vous faites pour aller à Kidal? Il n'y a pas de route. Hein. Et malgré tout, on voit bien qu'il y a une différenciation technique, si vous voulez, on pourrait dire. Alors, il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté. Ça, j'en suis absolument persuadé. Mais combien est arrivé? Monsieur Keïta, vous vouliez ajouter votre... Moi, j'interviens là par rapport à... le professeur Boilé a dit que la décentralisation, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Moi, je pense que le processus de décentralisation qui avait été mis en place en 1992, c'était un bon processus. Mais seulement, ça n'a pas été appliqué au Nord. Tout simplement parce qu'il y a eu un problème de malgouvernance. Et ça, je l'ai dit. Et je pense qu'il est au courant de ça. Mais bon, peut-être qu'il faudrait regarder aussi dans le pacte national. Il y a des choses aussi à prendre. Absolument. Évidemment. Mais le processus de décentralisation qui a été mis en place, c'était un bon processus, mais qui n'a pas été appliqué par rapport à une malgouvernance. Voilà. Alors, je vous propose de rejoindre Bamako, notre envoyé spécial Mélissa Bell, qui se trouve sur place. Mélissa, c'est tout un pays qui attend à présent les résultats de ce premier tour donc, de cette présidentielle. Avec beaucoup d'impatience et sans doute un petit peu trop de ferveur d'un côté et de l'autre, et ça a toujours été là le danger de cette attente, une attente qu'on peut comprendre. On m'explique au ministère de l'administration territoriale, qui est donc le ministère qui chapeaute cette élection,
qu'ils ont les moyens électroniquement d'avoir les résultats, bien entendu, relativement rapidement, mais que pour être sûr de leurs résultats, ils tenaient à recevoir physiquement les PV des quelques 22 000 bureaux de vote éparpillés un petit peu à travers cet immense pays. Donc on comprend logistiquement la difficulté de la tâche. C'est pour ça qu'on nous annonçait les résultats pas avant demain matin. Et je parle là de résultats officiels provisoires. Maintenant, on commence à parler de la possibilité d'une conférence de presse ce soir pour donner une idée des grandes tendances. Ça n'est pas encore confirmé, mais on se rend compte qu'il y a pas mal de pression pour que cette annonce vienne relativement rapidement. On attend d'ici peu une conférence de presse de la part du Front du Refus, donc ce front de partis, cette coalition de partis qui avait été créée à la suite du putsch de mars de l'an dernier, pour marquer leur opposition à ce coup d'État. Cette alliance se tient une conférence de presse ce soir. Figureront le candidat, le LADEMA, aussi le candidat de l'URD, Soumaïla Cissé. Et on imagine que les candidats eux-mêmes reprendront les critiques de leur parti tout au couteau dans le courant de la journée par rapport aux manifestations qui ont eu lieu pendant la nuit devant le QG d'Ibrahim Boubacar Keïta. Bien entendu, même si les résultats officiels sont lents à venir, il est clair qu'à l'intérieur des partis, toute la nuit, les résultats renvoyés par les délégués ont été comptés et que chacun s'est mis à crier victoire un petit peu précipitamment. Je vous remercie beaucoup, Mélissa. Pierre Boilet, je voudrais qu'on revienne sur cette idée de décentralisation. En tous les cas, cette volonté de reprendre le contrôle de tout un pays, d'être présent à nouveau et de pouvoir, du coup, observer ce qui se passe. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle, lors du coup d'État, les islamistes et le MNLA ont pu s'emparer comme ça de la région sans que personne ne réagisse. Alors déjà, moi je vais réagir tout de suite en termes d'histoire, hein, parce que il faut bien se rendre compte qu'il y a eu des phases quand même dans ce problème au nord. C'est le MNLA qui a attaqué tout seul au départ. Bon. Et ensuite, ce MNLA, donc, qui avait pris en 3 jours d'ailleurs à la fin, Kidal, Gao et Tombouctou, donc Tombouctou le 1er avril 2012, s'est fait évincer par les salafistes, qui eux-mêmes n'étaient pas d'ailleurs complètement homogène, puisqu'il y avait Akhmi d'un côté, le Moujao, Ansardine, avec des origines différentes, Ansardine étant Touareg aussi. Donc il ne faut pas tout mélanger. Le MNLA a des éléments d'ailleurs, son vice-président et son rail. Bon. Donc on ne peut pas non plus stigmatiser les gens, les Sonrailles sont ci, les Touaregs sont ça. Vous voyez, bon. Et en tout cas, ne pas faire l'amalgame, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, de ne pas faire des amalgames justement entre salafistes, rebelles, etc. Les salafistes n'étaient pas des rebelles, et les rebelles n'étaient pas pour la plupart des salafistes, même si certains ont nomadisé entre les mouvements en fonction de l'argent qu'on pouvait leur donner ou pas. Alors, du coup, j'ai oublié votre question que vous allez me reposer. Non, je vous demandais comment est-ce que l'absence d'une autorité dans le nord du pays était la raison pour laquelle salafistes, islamistes, de manière générique, et Touaregs ont pu s'emparer du nord du pays. Non, la chute de Kadhafi. Oui, et la déstabilisation de la région. C'est vrai qu'on arrive dans quelque chose de plus global. Il y a une chose importante. Je pense qu'il y a, sans vouloir accabler quelqu'un qui n'est plus là, mais une grosse responsabilité du président précédent, Amadou Toumani Touré. Les salafistes étaient présents quand même sous la forme d'Akhmi depuis 2003. Hein, ils sont arrivés en 2003 et quasiment rien n'a été fait contre eux. Bon. La chute de Kadhafi, effectivement, a permis que des armes puissent partir, mais en revanche, le MNLA était là aussi depuis 2011 et il s'était adressé à ATT qui n'avait pas répondu. Donc il y avait une demande qui était politique au départ, et qui s'est transformée ensuite devant la fin de non-recevoir en lutte armée. Bon, par ailleurs, le traitement de ATT du problème du Nord a été surtout de donner de l'argent à qui, une fois à l'autre, d'aider à faire des milices, d'ailleurs des milices qui étaient centrées sur des groupes de gens particuliers, des groupes culturels qu'on pourrait dire ethniques, etc. Bon, c'était quand même une très mauvaise gestion et l'État était peu présent et quand il était présent, à mon avis, il allait dans le mauvais sens. Oui, vous voulez réagir? Oui, je vais réagir par rapport à ça. Et on ne parle pas beaucoup de l'accord d'Alger. Le problème du Nord, c'est quand ATT a accepté cet accord qui n'était pas bon, ce n'était pas un bon accord. L'accord, c'était pour démilitariser le Nord. Et le seul candidat en politique qui a dénoncé cet accord, c'était Ibeka. Votre candidat. Mais oui, et l'histoire lui a donné raison.
Voilà. Donc, comment vous allez démilitariser une frontière de 1500 km avec effectivement la chute du régime Kadhafi, dont vous veniez de parler, l'afflux de militants qui arrivent avec des armes qui arrivent dans le désert et ce transit par le désert du Nord qui est ingérable. Il y avait tellement de groupuscules et il y a aussi dans tout ça aussi tous les cartels de Colombiens qui voulaient s'installer aussi. N'oublions jamais l'avion qui a atterri là-bas et qui a été démantelé avec une cargaison de cocaïne. Et il y a eu de nouveaux riches après ça. Et personne ne dit rien, entre guillemets. J'en profiterai pour dire aussi que ADT aussi est responsable là-dessus. Hein. Je ne vais pas l'accabler, ce pauvre ADT. Mais tout le monde sait, au Mali et ailleurs d'ailleurs, que l'argent de la drogue irriguait effectivement le nord, mais très largement le sud, et des cercles du pouvoir très 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 proches d'ADT, peut-être même maritalement. Oui, faisons attention parce que ainsi on dira que toute la politique du pays était... Non, c'est pas vrai. Et quand même, il y avait une résistance. Il y a des politiques qui étaient très louables aussi, attention. Nous n'allons pas dire que tout le panier était pourri, sinon jetons tout et puis on reprend d'autres personnes et puis on refait... Surtout que dans la majorité des candidats, ce sont des hommes politiques qui étaient déjà là, qui sont là. Donc, c'est justement qu'il faut... les Maliens vont choisir un front, c'est-à-dire le FDR, qui est, à ma foi, une alliance qui a pour objectif de revenir au pouvoir. Ce sont les héritiers d'ATT et de l'ADEMA. Donc c'est la continuité. Il faut choisir ou la continuité ou le changement. C'est ce que les Maliens vont décider d'ici demain. Alors en tous les cas, ce que l'on peut noter aujourd'hui après ce scrutin, c'est que tout le pays a voté. Ça, c'est une première, je crois. En 92, il n'y avait pas eu non plus. Kidal n'avait pas voté, me semble-t-il, en 92. Donc tout le pays a voté. La difficulté aujourd'hui, et la question que l'on se pose, c'est est-ce que tout le pays va suivre l'homme qui va être, ou la femme qui va être désignée par les Maliens. Moi, je pense que ce président va être légitime. Alors... Oui, légitime, c'est parce que... Non, mais la légitimité du président, dès lors qu'il est élu par des Maliens, elle ne se pose pas. Maintenant, moi, j'ai évoqué les conditions dans lesquelles l'élection a eu lieu. Donc, les voix attribuées aux candidats qui arriveront en lice, ce sont des voix légitimes. Mais je déplore quand même qu'il y ait une partie des Maliens qui ait été laissée pour compte. Mais je ne remets pas en cause la légitimité des voix, ça c'est clair. Il n'y a pas d'élection parfaite. Il n'y a pas d'élection parfaite, mais bon... on connaissait déjà le contexte, on savait qu'on revenait de très loin, sauf que là, les obstacles qu'il y a eu sont des obstacles mineurs qu'on aurait pu franchement retirer. Comment vous expliquer qu'on puisse faire une répartition arbitraire avec une personne qui habite dans le 93 qui doit voter à Strasbourg, à plus de 500 km? Si ce n'est pas la dissuader de voter, quel est l'objectif? Effectivement. Donc moi, je pointe l'administration, et ça, c'est très clair. Ce que je trouve un peu inquiétant dans ce que vous dites, et ce qui est tout à fait vrai, c'est que ça offre des risques de contestation. Mais c'est ça le problème. C'est ça qui est problématique, parce que là, on voit bien effectivement que déjà des partisans commencent à dire que leur candidat est arrivé, alors que les résultats ne sont pas là. Ça, c'est pas très démocratique comme façon de réagir. Il y a une pression, mais qui est très fréquente dans un scrutin présidentiel, surtout quand il n'y a pas eu de scrutin démocratique depuis un long moment. Mais le problème est que si on assiste à si vous voulez, des démonstrations de force comme ça de partisans des uns et des autres, on va finir par avoir des affrontements. Et ça sera vraiment pas à la faveur de la démocratie. Je ne pense pas au Mali. On va terminer. Cela n'arrivera pas parce que je pense que le bon sens du peuple malien va l'emporter sur le candidat qui va sortir des urnes va être le candidat de tout le peuple malien. Ça, je suis convaincu de cela. Nous venons d'une crise tellement horrible que non, il ne peut pas y avoir encore d'autres règlements de compte. Que nous sommes, on a fait tampon hier, madame. Quand vous voyez une marée humaine de personnes qui viennent et qui vous disent légitimement, je suis inscrite sur les listes électorales, je ne peux pas voter, et qui commencent à s'énerver, on a calmé le jeu. Elles avaient raison dans leurs revendications, mais on a calmé le jeu. Donc moi, je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Maintenant, moi, ce que je déplore complètement tout à l'heure, quand vous avez parlé de ma candidate, vous avez dit que c'était une candidate mineure. Mineure parce qu'elle ne faisait pas partie d'un gouvernement, donc pas très connue. Mais justement, pour que des candidats... Comme ma candidate dont je suis la porte-parole puisse émerger, puissent vraiment parler de leur programme et se faire connaître, c'est qu'il y ait des conditions pour qu'elles soient au même niveau que d'autres qui sont plus aguerris, qui sont beaucoup plus connus, qui ont un parti derrière. Parce que non seulement elle est sans étiquette, elle est femme,
elle a un bilan positif et elle avait un réel programme à mettre en place. Je vous remercie beaucoup, Aminata. Alors, on va terminer. Dernier mot que je vous octroie. Le dernier mot, je reviens à Mme Konaté. Mme Château faisait partie du PDS. Très proche d'ATT. Elle fait toujours partie du PDS. Voilà, elle fait partie aussi du FDR. L'ancien président. Ce sont des mais elle ne faisait pas partie du gouvernement, c'est ce que je dis. Elle ne faisait pas partie du gouvernement. Elle était députée. Bien sûr. Bon, moi, j'ai terminé. C'était un acteur. Elle est députée du Nord. Moins important, moins impressionnant que votre candidat. Voilà. Moi, j'en appelle à la responsabilité de tous les hommes politiques d'avoir, de se retenir, tout simplement. Parce qu'on veut une élection apaisée. Donc attendons dans le calme le résultat de ce premier tour. Il faut qu'il y ait un élu fédérateur. Voilà. Merci beaucoup. Élu fédérateur, je vous remercie beaucoup pour ce terme qui vient clôturer cette partie du débat. Karim Yaoui nous a rejoint pour commenter, pour nous donner les commentaires qui ont émergé sur Internet. On en parle tout de suite avec vous, Karim. Alors je tiens mes micros, c'est un dispositif qui n'est pas très pratique. Je l'exprime, il faudra travailler là-dessus. Donc, alors dites-moi, de quoi... On va découvrir un petit peu les images qu'on partageait sur les réseaux sociaux. Une certaine fierté de la part de beaucoup de Maliens. Certains montraient leur carte d'électeur, des photos qui étaient très répandues sur les réseaux sociaux. Cet homme s'appelle Ahmed, mais des images comme celle-là, il y en avait pas mal sur Twitter. Et puis ceux qui montraient l'encre encore fraîche. On sent bien qu'il y a de l'émotion, de la joie chez certains Maliens de pouvoir voter pour un avenir meilleur. En tout cas, c'était les commentaires qui étaient largement répandus sur les réseaux sociaux. Et puis, sur ce tweet de la radio RFI, on nous explique que les femmes maliennes ont été particulièrement mobilisées dans certaines régions. Elles se sont beaucoup impliquées. D'ailleurs, c'est ce que relate aussi ce site internet MaliJet. Il y a certaines femmes qui se sont rassemblées pour essayer, dans des associations, de faciliter les choses. Elles se sont engagées. Elles ne voulaient pas de violence et elles voulaient des élections équitables. C'est ce que raconte ce site internet. Et puis, on a vu que le dispositif était un peu compliqué. Ceux qui ne savent pas lire ont même envoyer leurs enfants pour qu'ils puissent leur expliquer dans quel bureau de vote ils devaient voter. On sent bien qu'il y avait beaucoup de motivation malgré certaines difficultés dans certains bureaux de vote et ce n'était pas toujours évident. Alors on a parlé avec nos invités de l'enthousiasme qu'a généré cette élection hier. C'est un enthousiasme qu'on a pu retrouver aussi dans la presse. Alors on a retrouvé cet enthousiasme dans la presse, mais aussi cette motivation, on sent bien qu'elle est aussi liée à des enjeux importants et à une volonté de sortir d'une période très difficile. Le journal El País parlait de sortir du tunnel. C'est un petit peu le sentiment de beaucoup de Maliens, réussir à retrouver la lumière. Et puis le site de Courrier International qui s'arrête un petit peu sur certains titres de la presse malienne. Il n'y a plus qu'à toucher du bois. Alors ce ne sera pas forcément suffisant, mais en tout cas cette citation est reprise sur ce site internet maliweb.net qui reprend un édito qui a gagné, alors là, c'est encore trop tôt pour le dire, et comme un de vos invités, cet éditorialiste, expliquait les dangers qu'il peut y avoir à ce que certains se mettent à clamer leur victoire trop tôt, parce que ça risquerait de déstabiliser un processus qui, pour l'instant, s'est passé plutôt pas mal. Et puis, cet éditorial appelle donc les hommes politiques à une certaine responsabilité. Autre texte ici sur ce site de l'Essor, analyse, bonnet républicain et casque de chantier. Cet éditorial nous explique que le président, quel qu'il soit, devra mettre un casque de chantier tellement les défis qui l'attendent sont immenses. L'éducation, la sécurité, le Nord, les armes qui circulent encore, des chantiers, il y en a beaucoup. Un article qui cite Camus qui expliquait que chaque génération a le sentiment qu'elle est vouée à changer le monde, mais cette fois-ci, du côté du Mali, on n'a pas le choix. Il faut vraiment changer les choses. Et Kidal, c'était l'une des inquiétudes de ce scrutin. Alors, Kidal est largement évoqué sur les sites d'information. Le vote de la défiance, pouvait-on lire. Ce site internet, celui de Jeune Afrique, est allé voir Adama Kamisoko, qui est le gouverneur de Kidal, qui explique que même s'il y avait eu un seul vote, c'était vital qu'on vote du côté de Kidal pour rappeler que Kidal, c'est aussi le Mali. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas l'euphorie qu'il y a dans certaines régions. Certains témoignages expliquent que voilà, on vote aussi parce qu'on veut que les choses changent. Il y a un témoin qui explique que c'était très dur de voter. J'ai mis un temps fou pour réussir à voter, mais ici, on n'a même pas d'électricité. Il faut que les choses changent. Il faut un président. Il faut qu'on avance. Même tonalité sur ce site internet, Mali Actu,
qui explique que certes on a voté à Kidal, mais certains ont tout de même manifesté pour l'indépendance. Une soixantaine de personnes s'étaient rassemblées pour dire stop à 53 ans de violence de l'armée malienne. En tout cas, ils n'étaient pas très nombreux, mais ils se sont fait tout de même entendre. En tout cas, Kidal était un moment important de cette élection, même si on n'a pas eu d'affluence record du côté de cette région du Mali. Et je crois que nous allons arrêter là. Merci beaucoup, Karim, d'avoir réagi, de nous avoir apporté tous ces commentaires sur Internet. Merci à vous d'être venu dans ce débat consacré au Mali, donc ce soir après ce premier tour historique dans cette présidentielle qui était très très attendue depuis des mois, depuis la chute des islamistes dans le nord du pays. Vous restez avec nous sur France 24. Merci beaucoup et à demain.